11 septembre 2001. Le World Trade Center est pris pour cible. La caserne de pompiers la plus proche, située sur Liberty Street, dans l'ombre des tours jumelles, se mobilise aussitôt. Ces hommes sont les premiers sur place. Il y avait du sang partout par terre. C'était la panique. Les gens suffoquaient. J'ai dit, allez, on commence à évacuer. De gros bouts de béton me tombaient dessus. Et à chaque fois, je sentais mes côtes se casser. Je priais, mon Dieu, faites qu'il rentre à la maison. Au travers d'images d'archives rares, l'extraordinaire histoire des pompiers de la caserne numéro 10 nous est révélée pour la toute première fois. Aux yeux de New York, comme du monde entier, ces hommes sont devenus des héros. Le service d'incendie de New York est l'un des plus grands au monde. Dans les années 90, ces pompiers ont maîtrisé près de 30 000 incendies par an. Réputés comme les hommes les plus courageux de New York, ils n'hésitent pas à se sacrifier pour sauver des vies. C'est notre devoir de sauver les gens. On est leur dernier espoir. Les pompiers sont sympas et on est sympas entre nous. S'il faut mourir, autant que ce soit avec des potes. Mais il faut aussi avoir une certaine force de caractère pour entrer dans un bâtiment en flammes. La lutte contre les incendies mobilise l'ensemble des pompiers de la ville. À 2 pas du World Trade Center, sur Liberty Street, se dresse la caserne numéro 10. En cas d'urgence, ces hommes seront les premiers à intervenir sur ce gigantesque site employant 50 000 personnes. Une responsabilité qui attire de nouvelles recrues. On m'a affecté à l'échelle 10. Le jour où je me suis présenté, le chef m'a dit « Pour trouver la caserne, tu prends le plus grand bâtiment de la ville, on est juste en dessous. » Depuis, je suis devenu un des leurs. C'est comme une deuxième famille. On est regroupés en 2 unités, l'échelle 10 et le camion-pompe 10. Les hommes de la caserne 10 sont fiers de leur travail. Pourtant, jusqu'à l'attentat de 1993, ils n'ont eu qu'un seul incendie à maîtriser en 18 ans au sein du World Trade Center. Aussi, pour les pompiers de la ville, travailler à la caserne 10 est considéré comme une planque. John Morabito est le conducteur de la 10e compagnie d'échelle. On était dans un secteur sécurisé. La plupart des bâtiments étaient en béton et en acier. Il y avait beaucoup de systèmes d'extinction automatique et on avait très peu d'appels d'urgence. On se faisait charrier par les collègues des autres casernes qui trouvaient qu'on se la coulait douce. Mais on a toujours été fiers de nous. On leur disait « Attendez qu'il y ait un grave incendie. Et là, vous verrez de quoi on est capable. » Le matin du 9 septembre, à 8h30, les pompiers de la caserne 10 changent de car. Les 2 équipes de 6 hommes avalent leur petit déjeuner en discutant avec leurs collègues venus prendre la relève. Parmi eux se trouvent de nouvelles recrues, ceux qu'on appelle les probies, dont le jeune marié Jimmy Brown. J'étais stagiaire, j'apprenais les ficelles du métier, mais c'est le rêve de tout pompier d'être appelé pour son premier feu, de pouvoir tenir la lance et combattre les flammes. C'est toute ma vie. 8h46. Le vol 11 d'American Airlines fonce droit sur les tours jumelles. La tragédie qui va changer le cours du monde est sur le point de se produire. J'ai regardé en l'air, on sentait la chaleur de l'explosion. On a vu une énorme boule de feu, puis les débris se sont mis à pleuvoir. J'ai couru enfiler ma tenue. L'équipe se préparait à partir. Ce matin-là, un autre stagiaire est présent, Sean Talon. Je me suis tourné vers Sean Talon, un de nos stagiaires, et je lui ai dit « Sean, reste à côté de moi. Je ne suis pas vétéran, mais j'ai un peu plus d'expérience que toi, et aujourd'hui, on va voir des horreurs. » Les pompiers de Liberty Street se préparent à intervenir.
comme l'ensemble des unités du sud de Manhattan. On est tous descendus en courant, on a enfilé nos tenues de feu. Terry Rivera et moi, on a sauté à l'arrière de l'échelle 10. J'ai avancé jusqu'à l'aire de stationnement en face de la caserne. Et là, je me suis arrêté, j'ai regardé le lieutenant et je lui ai dit « Il y a des gens allongés dans la rue, des corps. » Il m'a dit « Je sais, on ne peut plus rien pour eux. Allons secourir ceux qui peuvent encore l'être. » En roulant, j'ai senti des bouts de chair sous les pneus du camion. Ce matin-là, le lieutenant Greg Atlas est en charge du camion-pompe numéro 10. Dans la minute suivant l'impact du premier avion dans la tour nord, il joint le centre opérationnel de Manhattan. Ici camion-pompe 10. Oui, camion-pompe 10. Camion-pompe 10, World Trade Center. 10-60. Envoyez immédiatement toutes les ambulances disponibles au World Trade Center. 10-60 est le code utilisé par les pompiers pour désigner une urgence majeure. Quelques secondes plus tard, à 8h48, Greg Atlas rappelle le centre. Ici camion-pompe 10. Roger, à vous. Un avion s'est visiblement écrasé sur le World Trade Center. Envoyez toutes les ambulances disponibles sur les lieux. Le camion de Greg Atlas s'engage dans West Street, tandis que d'autres compagnies s'approchent de l'entrée de la tour nord. Ils découvrent un spectacle auquel rien n'aurait pu les préparer. Quand je suis arrivé à hauteur de la première tour, un homme est sorti du hall d'entrée, le corps entièrement enveloppé par les flammes. Sa peau coulait comme de la cire. Son visage était sans expression. Il s'est arrêté en face de mon camion et il m'a regardé. Ses yeux étaient noirs. J'ai freiné à fond, on s'est précipité avec un extincteur et on l'a aspergé d'eau pour essayer de le refroidir. On l'a installé sur une civière, on l'a déposé dans l'ambulance et ils l'ont emmené d'urgence à l'hôpital. On est entré dans le hall et il y avait deux personnes brûlées, un homme et une femme. Je suis allé jusqu'à la femme, elle était encore vivante, mais elle souffrait le martyre. Elle se roulait par terre en gémissant, elle était brûlée de la tête aux pieds. Les secouristes ne vont pas tarder, ils vont s'en occuper. Allez faire votre boulot. Mais pour ça, il fallait que j'enjambe cette personne. Et j'ai dû me faire violence pour passer par-dessus son corps, sans lui venir en aide. La 10e compagnie d'autopompes attend les ordres dans le hall de la tour nord. Le lieutenant Greg Atlas est visible ici, au poste de commandement. Sa femme, Joanne, est dans un café près de leur maison, au nord de l'État de New York. J'ai entendu une femme dire « Il faut continuer à prier ». Je lui ai demandé « Est-ce que tout va bien ?» Elle m'a dit « Un avion s'est écrasé sur le World Trade Center. » Je me suis sentie défaillir. Je n'ai pensé qu'une seule chose. Mon Dieu, où est Greg? L'horreur à laquelle sont confrontés les pompiers de la caserne 10 ne fait que commencer. Pour sauver des vies, certains iront jusqu'à donner la leur. À 9h02, un deuxième avion s'encastre dans la tour sud. La ville n'a encore jamais connu une telle attaque. Pourtant, ces terribles instants galvanisent ceux dont le devoir est de secourir autrui. À travers tout New York, des centaines de pompiers interrompent leurs activités pour se ruer vers leur caserne. Les hommes de Liberty Street se rendent directement au pied des bâtiments en flammes. Les immenses panaches de fumée ne laissent aucun doute quant à l'ampleur du drame. Et la petite unité se sent personnellement impliquée. Quand j'ai franchi le pont,
J'ai clairement vu que les 2 tours avaient été touchées. J'ai accéléré, je suis monté à 100-110 km/h. J'ai regardé derrière moi, toutes les voitures de police et les véhicules de secours m'avaient suivi. C'était moi qui ouvrais la voie. Je suis arrivé là-bas en un temps record. Ma voiture fumait tellement j'avais roulé vite. Les seuls qui allaient dans ma direction, c'étaient les autres pompiers et les flics. Je voyais la fumée et les bâtiments et je me suis dit, bon sang, c'est pire que ce que je pensais. West Street, 9h10. Les 2 camions de la caserne 10 sont restés là où les hommes les ont laissés. La plupart des pompiers montent à présent dans la tour nord. La 10e compagnie d'autopompes est chargée d'acheminer l'eau jusqu'au 92e étage. Celle-ci est puisée puis refoulée en pression dans un système de canalisation fixe sur lequel les pompiers vont raccorder leurs lances. Entre-temps, le reste de l'équipe se dirige vers Liberty Street, au pied de la tour sud. Devant la caserne, ils découvrent une scène de cauchemar. J'ai réussi à me garer et je suis parti en courant. Je me suis rendu compte qu'il y avait des morceaux de corps par terre. J'ai ralenti. Il fallait que je passe à la caserne. J'ai essayé de faire attention où je mettais les pieds parce qu'il y en avait partout par terre. Je suis entré dans la caserne et je suis allé dans la pièce du fond où mon casque, ma combinaison et mes bottes étaient restés accrochés. Alors que les pompiers arrivent à la caserne 10, ils sont accueillis par des civils effrayés venus se réfugier auprès du personnel de sécurité. Un jeune stagiaire est obnubilé par le sauvetage des personnes coincées dans les étages du haut. Mais pour le pompier expérimenté Joe Torrio, la situation est très claire. Je me tenais devant les tours. C'était évident que tout le monde allait mourir au-dessus du point d'impact. On ne pouvait pas les atteindre et ils ne pouvaient pas descendre. Pour la première fois de notre carrière, on n'essayait même pas de les sauver. C'était peine perdue. On devait se concentrer pour évacuer un maximum de gens et porter secours aux blessés. Pourtant, parmi les hommes de la caserne 10, bon nombre sont prêts à affronter les incendies qui ravagent les 2 tours. Tandis qu'ils transportent le lourd matériel le long de Liberty Street, John Morabito prend l'initiative d'organiser l'évacuation des employés. On le voit ici, derrière le chef Joseph Pfeiffer. J'étais dans le hall d'entrée, je me suis dit, je vais essayer de commencer l'évacuation. Il y avait des centaines de gens qui descendaient les escaliers. J'ai dit, allez, on commence à évacuer. On va vous diriger vers le métro, c'est trop risqué de sortir dans la rue. Il y a des débris qui tombent, des gens qui sautent. Dans le métro sous terre, vous devriez être en sécurité. Je me suis placé en bas de l'escalier, près de la porte, et je dirigeais les gens en direction du métro. Certains avaient du mal à respirer. J'attrapais des civils et je leur disais « Prenez cette femme sous les bras et faites-la sortir d'ici. »« Oui, monsieur. » Ils soutenaient la personne et l'emmenaient en dehors du bâtiment. J'ai vu passer devant moi, je dirais, dans les 3 à 4 000 personnes. Ils arrivaient en foule. Ils saignaient, ils étaient brûlés, ils paniquaient. Ils criaient, mais ils suivaient nos instructions et ils évacuaient le bâtiment. « 9h40. L'évacuation de la tour nord se poursuit depuis presque 1 heure. Des milliers de personnes ont pu sortir du bâtiment en feu. Mais des centaines d'autres continuent de progresser lentement dans les escaliers. Parmi eux se trouve Jane Potter. Quand on est arrivé au niveau du 9e, 8e, 7e étage, j'ai eu un sentiment d'urgence. Les gens commençaient forcément à fatiguer et je me suis mise à hurler « Avancez, avancez !» ce qui est très inhabituel chez moi. Je sentais que le temps était compté. Il fallait qu'on sorte de là. Jean est mariée à Dan Potter, un pompier de la caserne 10. Son mari n'est pas en service, mais elle sait qu'il s'est fait un devoir d'être sur les lieux.
Jean Potter a été une des dernières à descendre l'escalier. Elle est venue me voir. Elle m'a demandé « Est-ce que Danny Potter travaille aujourd'hui ?» Et je lui ai dit « Non, il va bien, il ne travaille pas. Mais il faut que vous avanciez. Il faut sortir de là. On ne sait pas comment ça va évoluer. » Je voulais aller à la caserne, mais il m'a dit c'est hors de question. Vous ne pouvez pas y aller. Je pensais que Dan serait là-bas et je me disais que ce serait le meilleur endroit où aller. Mais il m'a dit que ce n'était pas possible. John vient de sauver la vie de Jean. Si elle était partie dans la direction opposée, elle serait certainement morte. 9h55. Des flots de rescapés continuent de s'échapper des tours. Parmi eux, Jean Potter. Je suis sortie. Je sentais des débris enflammés tout autour de moi. J'ai regardé ma montre, il était 9h55. J'ai commencé à marcher. Devant moi, une femme a trébuché et je l'ai aidée à se remettre debout. Je suis tombée sur un de nos portiers et je lui ai demandé « Richard, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il m'a dit « C'est un attentat, on est attaqué ». J'ai continué à longer la tour quand tout à coup, j'ai entendu un grondement. C'était affreux. J'allais sortir en courant de la caserne quand un pompier qui se tenait à l'entrée a tendu son bras. Je me le suis pris en travers de la gorge. Il regardait en l'air et il a crié « Elle s'effondre !» J'ai regardé très vite et j'ai vu la tour sud se mettre à osciller et à s'écrouler. J'ai couru en direction du South Bridge. Je me disais, si j'arrive à courir assez vite et à m'abriter sous le pont, ils pourront peut-être me retrouver et identifier mon corps. Pendant que je courais, je sentais la pression du vent sur ma nuque et on entendait... J'ai été pris dans un tourbillon de vent. Je me suis reçu des cendres chaudes et des débris dans la figure. J'ai roulé par terre et j'ai atterri au pied d'un mur. Je me suis mis à ramper et j'ai pensé « Dieu sauve-moi, ne me laisse pas mourir ». De gros bouts de béton me tombaient dessus. Et à chaque fois, je sentais mes côtes se casser. Un autre, puis encore un autre. Le nuage est arrivé. Tous les débris et les pierres se sont engouffrés dans l'entrée de la caserne. C'était comme s'il y avait un piston qui poussait tous les débris, toute cette poussière. Je suis tombé à la renverse. J'attendais le bloc de béton qui allait m'écraser. Je me disais, peut-être que je suis assez fort pour encaisser. Mais rien n'est venu. 11 secondes plus tard, j'étais encore vivant. Dans les escaliers de la tour nord, les hommes de la caserne 10 ne peuvent rien voir de ce qui se passe. On a entendu cet incroyable grondement et la tour nord a commencé à bouger violemment d'avant en arrière, au point que j'ai dû me plaquer contre la cage d'escalier. La lumière s'est coupée instantanément et l'éclairage d'urgence s'est mis en marche. Le grondement était si fort et si violent qu'on s'est tous regardés. Et heureusement, on était tous sur la même longueur d'onde. On a décidé d'évacuer d'un commun accord. Les pompiers de la caserne 10, dévalant les rues pour rejoindre leurs collègues, sont enveloppés d'un épais nuage de fumée âcre. La fumée était brûlante et épaisse. Je sentais la chaleur sur ma nuque. L'air était irrespirable. J'avais mis ma tête dans mon t-shirt. Je n'arrivais pas à respirer. Chaque fois qu'on se frottait la figure, on se faisait saigner à cause du verre et des poussières. Autour du World Trade Center, des milliers de passants et de rescapés sont pris dans l'épaisse fumée. À proximité immédiate du bâtiment effondré, les gens sont désorientés et ont du mal à respirer. Allons-y! Jean Potter est près de Broadway. Je marchais sous une pluie de neige grise. Il y avait un tel silence. J'avais transpiré dans le hall, et là, cette neige grise qui tombait du ciel. J'ai demandé où sont les tours. Derrière moi, j'étais complètement perdue. Quelqu'un m'a dit oui, et j'ai continué à marcher. Alors que Jean erre à travers le nuage de poussière, son mari, Dan Potter, craint qu'elle ne soit restée dans la tour nord.
Mel Hay était chef pompier. Je lui ai dit « Mel, c'est moi, Dan ». Il m'a regardé, il m'a dit « Dan, bon sang, ça va ?» Je lui ai dit « Moi, oui, mais Jean est au 80e étage. Je pense qu'elle est sur le toit de la tour nord. » Il a regardé et il m'a dit « Ça ne s'annonce pas bien. » À mesure que les minutes passent, les chances de survie s'amenuisent pour les victimes restées coincées dans la tour nord. Cette dernière est une bombe à retardement. L'effondrement de la tour voisine a montré qu'elle ne pourra plus résister bien longtemps à la chaleur intense dégagée par les incendies. Dans les 2 minutes qui suivent l'effondrement de la tour sud, les chefs de pompiers lancent un appel Mayday. Pour les pompiers, ce signal est un ordre d'évacuation d'urgence. Mais seule une partie des hommes disséminés à tous les étages reçoivent les messages radio. Ils ont dû monter plusieurs étages pour nous avertir, 2 collègues et moi, qu'un signal Mayday avait été lancé. On a insisté pour rejoindre notre unité qui nous attendait quelques étages plus haut. Mais finalement, on a obéi et on est descendu. Les compagnies ne faisaient pas toutes pareilles. Certaines tenaient bon et d'autres continuaient à monter. L'effondrement du building a généré une énorme pile de gravats. Une épaisse poussière noire a envahi le rez-de-chaussée de la tour nord. John Morabito cherche une issue. Il n'est pas au courant de l'ordre d'évacuation. J'avance à tâtons dans le noir, je prends à gauche pour essayer de sortir du bâtiment. Et là, sur ma droite, j'aperçois un carré de lumière grise de 3 mètres par 3 mètres dans tout ce noir. Une fenêtre. Je vais sortir par là. 10h15. L'incendie fait rage depuis près d'1h30 dans les étages touchés par l'avion. De nombreux pompiers ne savent toujours pas que la tour sud s'est effondrée. Stephen Harrell, lieutenant de l'échelle 10, et le stagiaire Sean Talon sont quelque part entre le 30e et le 40e étage. À leur côté se trouve un pompier chevronné, Jeff Olson. Je savais qu'il était là-bas, il n'y avait aucun doute. Son unité est la première à opérer dans le World Trade Center. Quand la première tour est tombée, je me suis dit, ça va être grave. Il va y avoir des blessés. J'ai les enfants avec moi. Je ferais mieux de prendre une douche et de m'habiller. Parce que s'il lui arrive quelque chose, ils vont passer me prendre à la maison. Certains hommes de la 10e compagnie d'autopompes ont atteint le rez-de-chaussée de la tour nord. En sortant du bâtiment, George Bachman aperçoit Peter Gansey, le chef des pompiers de New York, rivé au poste de commandement. Peter Gansey était à la radio. Je lui ai demandé si je pouvais lui être utile. Il m'a dit qu'il avait des problèmes avec la radio et qu'il fallait que je parte en reconnaissance, que j'aille voir ce qu'il restait de la tour sud et que je lui fasse un rapport. Je suis donc parti en direction des ruines de la tour sud. L'effondrement d'un bâtiment de cette envergure est un événement sans précédent dans l'histoire des pompiers de New York. Pourtant, ces derniers se mettent immédiatement à la recherche de survivants dans des conditions extrêmement dangereuses. Ici Brown, je suis coincé sous les gravats entre Liberty et West Street. Malgré les problèmes de communication, des appels radio guident les sauveteurs. Les gars ont creusé et m'ont tiré des gravats. Je n'y voyais rien, mes yeux étaient bousillés. Ils essayaient de me rassurer, mais je hurlais chaque fois qu'ils me touchaient. J'avais des côtes cassées, mon bras était tordu et cassé, mon dos était embouilli, j'avais une fracture ouverte du crâne, une hémorragie. Je les ai entendus dire qu'ils allaient chercher un brancard, et je leur ai dit « S'il vous plaît, laissez-moi, je ne vais pas m'en tirer ». Mais ils m'ont dit « Non, non, on vous emmène ». À 10h17, le jeune Jimmy Brown atteint la sortie de la tour nord. Il a perdu de vue ses collègues de la caserne 10. Mais tandis que les victimes continuent de se jeter dans le vide, Jimmy répond consciencieusement à l'appel du chef d'une autre unité, lui demandant d'aider à évacuer un dernier groupe de civils.
Il n'y avait plus d'équipe complète à ce stade-là. Il nous a dit, écoutez-moi, on va former une chaîne humaine sous le bâtiment 6 pour guider les gens vers la rue. Et en bon stagiaire que j'étais, j'ai obéi aux ordres. Je n'ai même pas levé les yeux pour voir ce qui se passait. J'ai regardé droit devant et j'ai foncé. Je suis arrivé sur l'esplanade. D'accord, c'est bon. J'ai regardé les gens sortir du bâtiment, regarder en l'air, puis courir. Et quand ils passaient vers moi, je leur disais « Allez, avancez !» Il n'y avait plus aucun civil qui sortait, que des secouristes. J'ai dit « Bon, allez, je me barre d'ici. Ça devient trop dangereux. Il y a plein de trucs qui tombent. Je ne sais pas ce qui se passe. Il faut que je me tire d'ici. » Non loin de là, sur West Street, George Bachman répond à des appels de détresse lancés depuis un véhicule. On entendait une femme crier au loin. Et quand le brouillard de la tour sud a commencé à se dissiper, on a vu qu'elle était coincée dans une camionnette. On est parti dans sa direction avec le peu d'outils qu'on avait. On était à 3 mètres du véhicule, j'étais en train de chercher des outils dans ma poche, quand j'ai entendu la tour nord s'effondrer derrière nous. Il est 10h28. On aurait dit un train de marchandises très très loin, qui allait de plus en plus vite et qui se rapprochait. J'ai reçu des gravats sur la seule partie exposée de mon corps, le côté gauche. C'était une véritable pluie de débris et ça faisait carrément mal. Avec les autres pompiers, on s'est abrité derrière un pilier de la tour sud qui pesait plusieurs tonnes. Il s'est mis à trembler et il m'a cassé le dos à 2 endroits. J'ai eu un traumatisme crânien et des brûlures. Les débris m'arrivaient aux genoux, puis aux cuisses, puis à la taille. Puis c'est passé au-dessus de ma taille. Et là, je me suis dit, bon sang, je vais finir enterré vivant. Beaucoup de choses m'ont traversé l'esprit, notamment le fait que ma femme Shirley allait se retrouver seule. Le pompier Jeff Olsen est coincé au-dessus du 30e étage lorsque la tour nord s'effondre. Au moment du drame, sa femme, Denise, se trouve à leur domicile, au nord de l'État de New York. Les pièces de ma maison étaient agencées plus ou moins en cercle. Et je tournais littéralement en rond. Je suis allée prendre une douche et notre maison étant toute petite, j'ai laissé la porte de la salle de bain entrouverte pour pouvoir entendre la télé. Et c'est là que j'ai entendu les présentateurs s'écrier « Mon Dieu, la seconde tour s'écroule ». J'étais toujours sous la douche. Je portais autour du cou un médaillon que Jeff m'avait offert. Et à ce moment précis, le médaillon est tombé. J'ai eu l'impression qu'on me l'arrachait d'un coup sec. Et à l'instant même, j'ai su que Jeff était tombé. Je priais, mon Dieu, faites qu'il rentre à la maison. Peu importe s'il est blessé, s'il lui manque une jambe ou un bras, ramenez-le-moi. Jeff Olsen, 31 ans, est mort lors de l'effondrement de la tour nord. À ses côtés se trouvait le lieutenant Stephen Harrell, 44 ans, et le stagiaire Sean Talon, 26 ans. La 10e compagnie d'échelle a été l'une des premières équipes de sauvetage à monter dans la tour nord. On ignore si elle a pu appliquer l'ordre d'évacuation. Lorsque la tour s'est écroulée, le conducteur de l'échelle 10, John Morabito, se trouvait dans West Street. J'ai senti un afflux d'air et de cendres autour de moi. Tout a été plongé dans le noir. Il y avait un silence absolu. J'étais suffisamment loin. La pluie de débris s'était arrêtée une rue avant et j'ai survécu. Le gigantesque nuage de poussière âcre créé par l'effondrement de la tour enveloppe presque tout le sud de Manhattan. Jimmy Brown s'est abrité dans le building numéro 6, un petit bâtiment qui lui a sauvé la vie. J'ai atterri sur le dos. Tout était noir. Je n'y voyais rien, je ne voyais même plus mes mains.
J'ai allumé ma lampe, mais je ne voyais même pas la lumière. Tout était absorbé par la poussière. T'as de l'eau? Je voyais des camions de pompiers brûlés, des voitures de police écrasées et un océan de papier et de poussière. Et pendant tout ce temps, je me disais, je m'en suis sorti, mais les autres? Il est 10h45. Le sort des collègues de Jimmy est pour l'heure inconnu, comme celui des autres unités des services d'incendie de New York. Dans les heures qui suivent, les sauveteurs tentent avec acharnement de localiser les survivants parmi les décombres du World Trade Center. Les terribles événements de ce 11 septembre sont la pire épreuve que ces soldats du feu aient jamais traversée. Au milieu d'un paysage dévasté, les pompiers tentent de se regrouper en unités. Liberty Street est envahie par des volutes de fumée et de poussière. Quelque part, derrière cet écran de fumée, se dresse la caserne 10. Quand la tour s'est effondrée, les débris ont balayé le toit de la caserne et ont atterri dans la rue derrière. Tous ces gravats étaient empilés derrière le bâtiment. Et je suis monté dessus pour accéder à une fenêtre qui était à environ 3 mètres du sol. Je me suis frayé un chemin jusqu'à la caserne. Là-bas, c'était le désordre le plus total. Il y avait une ambulance à l'emplacement d'un des camions. La caserne était entièrement couverte de poussière et toutes sortes de débris entraient par la porte principale. J'ai reconnu 2 pompiers, dont Vincent Geloso, qui s'est avancé vers moi et m'a dit « Un mort qui marche, comment t'as survécu ?» J'ai parlé à Mike Council, à Dulski, à John Schroeder, des collègues à moi. J'ai demandé où est le lieutenant Atlas. Quelqu'un m'a dit, je l'ai vu, il est parti sur un ferry. Il est en route pour le New Jersey. Je crois qu'il a une jambe cassée. C'est comme ça qu'on transmet les infos maintenant, par le bouche à oreille. Sur ces images prises depuis Greenwich Street, la caserne 10 est visible tout à droite, dans un nuage de poussière. Les pompiers reconstituent tant bien que mal des équipes. Il est temps pour eux de reprendre du service et d'aller sauver des vies. On s'est mis au boulot dès qu'on est sorti de la caserne, et il y avait de quoi faire. On a essayé de faire notre maximum. C'est une course contre la montre. Une personne coincée sous les gravats ne survit pas bien longtemps. Pour nous tous, l'objectif, c'était de sauver quelqu'un. J'ai vu une ambulance en feu. Une lance traînait par terre. J'ai tourné l'embout et il y avait de l'eau. Je me suis dit, il y a peut-être quelqu'un qui a été abandonné à l'arrière parce que les gens ont dû fuir. J'ai éteint l'incendie et j'ai regardé dans l'ambulance, mais il n'y avait personne. Il y avait des incendies partout. Des alarmes de voitures qui se déclenchaient. Les gens marchaient comme des zombies. On escaladait les gravats. Les égouts débordaient, l'eau montait. À un moment, j'avais de l'eau jusqu'à la taille. On essayait de marcher, mais on n'arrivait plus à soulever nos pieds. On ne savait pas sur quoi on marchait. On avait peur de tomber dans un trou. On essayait de tâter le fond. Et là, on est tombé sur un pompier coincé sous une cage d'escalier. J'ai dit, prenons le bout du tuyau là-bas. Aidez-moi à le mettre en place. On va essayer de s'en servir comme d'un outil pour faire levier. On a uni nos forces. Un de nous a attrapé le gars, on a soulevé l'escalier et on a réussi à le dégager. J'ai cru qu'ils allaient lui arracher la jambe. Et il s'en est sorti. Mais l'efficacité des sauveteurs est entravée par les incendies qui se sont déclarés dans les bâtiments adjacents aux tours jumelles.
Les pompiers luttent pour contrôler les brasiers sur ce site qui, quelques heures plus tôt, accueillait 50 000 employés. Les hommes de la caserne 10 commencent à accuser le coup. Certains ont un père ou un frère pompier qui se trouvait présent sur les lieux en ce matin fatidique. J'ai dit, chef, il faut que je trouve mon frère. Il m'a dit, viens. Il dresse la liste des disparus là-bas, au poste de commandement. J'ai parcouru la liste et j'ai vu le nom de mon frère, Mike Morabito. J'étais anéanti. Mon frère est mort. Je l'aimais tellement. J'étais épuisé et assoiffé. Je vois une bouche d'incendie, je me mets à genoux, je prends de l'eau, je m'en mets sur la figure, je bois une gorgée et là, je vois mon frère qui passe juste devant moi. C'est pas possible. Au milieu de toute cette folie. Je marchais la tête baissée, un autre pompier aussi, et on s'est rentré dedans. J'ai levé les yeux, lui aussi. C'était mon cousin John. Il était affecté à Staten Island et il avait été appelé en renfort. Qu'est-ce que c'était bon de voir une tête connue. Il est 14h30. À bout de nerfs, Dan Potter, membre de l'échelle 10, demande à son chef la permission de partir à la recherche de sa femme, Jean. Elle travaillait au 80e étage de la tour nord. Et Dan espère la trouver à leur domicile, dans le quartier de Battery Park City. Je n'avais pas mes clés sur moi. Je m'étais changé rapidement et j'avais tout laissé dans mon casier. J'ai frappé à la porte et à chaque coup je me disais, elle va ouvrir. J'ai frappé et frappé. J'ai donné des grands coups, puis je me suis effondré. Je me suis dit qu'elle ne s'en était pas sortie. Je ne pouvais pas rester à la porte. Alors je suis redescendu et je me suis assis sur un banc. Je me suis dit, elle est morte. Et je me suis mis à pleurer. Dan décide d'entrer chez lui coûte que coûte. Dut-il utiliser la force? Je venais d'enfoncer la porte quand le téléphone a sonné. C'était mon père. Il pleurait à l'autre bout du fil. Je lui ai dit, « Papa, t'inquiète pas, je vais bien, mais je ne trouve pas Jean. Je ne sais pas où elle est. » Il m'a répondu, « Moi, je sais, elle est à la caserne de Chinatown. » Après avoir survécu à la chute de la tour sud, Jean Potter a erré dans les rues jusqu'à ce qu'on lui propose d'attendre Dan à la caserne de Chinatown. J'ai demandé à un des gars, « Vous avez une jolie rousse chez vous ?» Il y avait d'autres compagnies qui arrivaient, mais coup de bol, le gars en question savait où était Jean. Il m'a dit, « Elle est là, dans la salle de télé. » J'ai ouvert la porte et je l'ai vue debout devant la télé. On s'est serrés très fort, comme deux loques qu'on était. Quel merveilleux cadeau la vie nous a fait. Mais quelle tristesse de penser aux autres. C'était si bon de la serrer dans mes bras. J'étais tellement content de ne pas l'avoir laissée seule. Et malgré ça, j'avais un sentiment de culpabilité. Tout contribuait à me faire sentir coupable d'avoir survécu. Le lieutenant Atlas, chef de la caserne 10, lui, ne reviendra pas. Sa femme, Joanne, raconte les longues heures d'attente. Toute la journée a passé dans une sorte de brouillard. J'ai commencé à préparer le repas. Il fallait que je m'occupe. Je ne voulais pas rester à rien faire. J'attendais qu'on me donne des nouvelles, quelles qu'elles soient. À la fin du jour le plus marquant de l'histoire des pompiers de New York, près de 400 des leurs sont portés disparus. Dans la caserne 10, 6 hommes manquent à l'appel, la moitié du personnel en service ce jour-là.
Le mot disparu est un des mots les plus terribles qui existent. Tout le monde avait disparu et personne ne savait rien à ce stade-là. La recherche de survivants se poursuit toute la nuit. Pete d'Ancona, membre de la 10e compagnie d'autopompes, travaille sans relâche, malgré le danger. Pendant tout le temps qu'on était là-bas, on n'a pas trouvé beaucoup de survivants. C'était dur. Pete est filmé ici au terme d'une 2e nuit de recherche. Vous voyez ces couleurs-là? Elles sont pas prêtes de déteindre. C'est sa compagnie là-bas. Ma compagnie, devant la caserne 10, exactement. C'est très très dur de continuer à bosser quand on n'obtient pas de résultats. On finit par jeter l'éponge. Au bout de 2-3 jours, ils avaient aménagé la place de garage de l'échelle 10 en une morgue provisoire. On s'est fait un devoir d'agir en professionnel et d'utiliser au maximum nos capacités. Je ne connais pas un seul gars qui ne se soit pas donné à fond. On a fait tout ce qu'on a pu pour que tout se déroule dans la dignité. Deux semaines plus tard, l'évidence s'impose. Les pompiers disparus ne seront pas retrouvés vivants. À la caserne 10, les victimes incluent James Corrigan, chef d'agrès à la retraite, Paul Pancini, qui ce jour-là avait été rattaché à une autre compagnie, et le lieutenant Greg Atlas. Il aimait son travail. Ce sont des gens qui ont une forte personnalité, et c'était le cas de Greg. Mais c'est aussi des amoureux de la vie. Parfois, on dirait une bande de gamins, mais l'instant d'après, ils sont prêts à assurer des missions de sauvetage incroyables au péril de leur vie. On a perdu 6 collègues. La ville a perdu 343 pompiers et je connaissais personnellement certains d'entre eux. C'est difficile de trouver du réconfort auprès de qui que ce soit parce que tout le monde souffre, tout le monde ressent un vide. Notre famille est brisée, elle est meurtrie et il faut du temps pour la reconstruire, pour reformer un tout. D'autant que cet événement traumatisant s'est déroulé juste en face de notre caserne. Le 21 octobre 2001, les corps des équipiers de l'échelle 10 sont identifiés. Fidèles au devoir, les hommes de la caserne 10 ont été les premiers à pénétrer dans le World Trade Center en cette matinée du 11 septembre. Stephen Harrell, Sean Talon et Jeff Olson seront parmi les derniers à en sortir. Les pompiers ont été incroyables. Ils passaient tout leur temps chez moi. Ils apportaient de quoi manger. Il y avait toujours plein de monde à la maison. Les pompiers m'ont apporté leur soutien exactement comme le ferait votre famille. Mais ça a été dur. Très dur. New York restera marqué à jamais par le drame du 11 septembre. Pourtant, si les tours jumelles ont été anéanties, la petite caserne chargée de leur protection est restée debout. Elle constitue aujourd'hui un hommage vibrant aux héros qui ont péri dans les flammes du World Trade Center. On a essayé de véhiculer un message d'espoir, de faire sentir aux gens qu'au milieu de toute cette destruction, de tout ce mal, il y avait encore de la vie. On voulait que les visiteurs du site voient que la caserne est toujours debout, qu'elle est ouverte, qu'on est là, jour après jour, pour vous protéger. On n'est pas parti. Tous les autres bâtiments sont vides. Le World Trade Center a disparu, les rues sont détruites, tout le quartier financier est sans dessus-dessous. Mais nous, on est toujours là. Ce bâtiment symbolique assure aujourd'hui la protection du nouveau World Trade Center. Il accueille également plusieurs milliers de visiteurs, venus rendre hommage aux héros de la caserne 10. À tous ces valeureux pompiers qui ont répondu présents lors de la journée du 11 septembre.